Madame la vice-présidente, Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, je vais solliciter la contribution de la technique. Alors, c'est pour moi un immense privilège de vous restituer les grandes lignes de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Avant d'aller sur le fond du sujet, permettez-moi de survoler rapidement l'itinéraire de la présentation. Nous aurons une introduction, un diagnostic stratégique, les différents scénarios prospectifs, la stratégie de mise en œuvre, les responsabilités collectives, puis une conclusion viendra clôturer cette présentation. Commençons par les fondements historiques et institutionnels de l'exercice. Il faut dire qu'en 1990, le Bénin, notre pays, a choisi d'organiser la gestion de son développement autour d'une démarche de planification à 3 niveaux, la prospective, la planification stratégique et la planification opérationnelle. La vision Bénin 2025 est le premier acte de matérialisation de ce triptyque. Et anticipant son arrivée à échéance, le gouvernement a engagé les travaux de construction de la vision post-2025 en novembre 2023, qui doit nous conduire à 2060, année du centenaire de l'indépendance de notre pays. Fort donc de cet héritage historique, la vision 2060 s'est donné des objectifs très clairs. De façon spécifique, il s'agit de tirer leçon du passé, de réaliser un large consensus sur les aspirations de long terme du pays, d'explorer les futurs possibles et d'offrir un cadre de référence unique d'aliment de l'ensemble des politiques et stratégies de développement de notre pays. Pour donc atteindre ces objectifs, il est important de mettre en place une démarche méthodologique rigoureuse, mais inclusive et participative à la fois. Cette démarche méthodologique a donc mobilisé une combinaison d'outils prospectifs, de vastes consultations nationales, des travaux d'experts, des séminaires gouvernementaux et un séminaire parlementaire d'impréhension. Je vais prendre 1 minute à ce niveau pour rappeler qu'en matière de consultation nationale, notre pays a enregistré autour de 421 focus group, dont 316 focus group au niveau local, où chacune de nos communes a enregistré au minimum 4 focus group, respectivement autour des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes. 105 focus group au niveau central ont concerné les associations socio-professionnelles, les corps organisés, tels que les forces de défense et de sécurité, les centrales syndicales, la société civile, le secteur privé, même l'administration. Et nous avons eu 36 entretiens individuels qui ont concerné les anciens présidents de la République, dont le président Nicéphore Dieudonné Soglo, les anciens présidents des institutions de la République, les anciens ministres, notamment ceux qui ont eu la charge du plan et des finances, et quelques personnes ressources. Enfin, nous avons eu une enquête organisée sur une base d'un échantillon aléatoire mais représentatif qui a couvert environ 11 000 de nos concitoyens afin de collecter les aspirations et les perceptions. Cette démarche garantit la rigueur scientifique, le réalisme politique et l'appropriation nationale du processus. La mise en œuvre donc de cette démarche méthodologique a permis de poser un diagnostic lucide de la situation du Bénin dont je nous propose ici une synthèse. Et cette synthèse met clairement en évidence des atouts solides pour notre pays. On peut parler de la stabilité institutionnelle,
de la dynamique économique, des progrès sociaux, de la cohésion nationale, du fort potentiel de transformation. Mais ces atouts doivent être lus au regard des défis structurels persistants. À ce niveau donc de la présentation où nous avons posé le diagnostic, c'est-à-dire identifier les atouts, poser les défis, il y a une question centrale qui émerge. Vers quel futur, futur au pluriel, ces différentes dynamiques peuvent-elles nous conduire si nous agissons bien ou si nous n'agissons pas? C'est à cette question-là que répond l'exercice de prospective par la réalisation de différents scénarios. Sur les 32 futurs possibles du Bénin, 4 se révèlent être fondamentalement prépondérants. Nous avons le scénario Bouram qui, en bâtonneau, traduit un niveau de plénitude sans pareil que nous pouvons comparer à l'Eldorado ou au paradis. Et en utilisant la métaphore maison, qui est le symbole de la vision, nous parlerons d'une maison imposante et flamboyante. Nous avons le scénario Alafia, qui, dans la plupart des langues nationales parlées au Bénin, traduit le bonheur. Et en utilisant la métaphore de la maison, nous parlerons d'une maison resplendissante et résiliente. Nous avons le scénario Toroquin, qui, en Fongbé, traduit une situation critique, une situation de détresse. Et en utilisant la métaphore de la maison, nous parlerons de maison abîmée. Et nous avons le scénario Wahala, qui, en langue Nago ou Yoruba, traduit une situation de catastrophe. Et en utilisant la métaphore de la maison, nous parlerons de maison en ruine. Parmi l'ensemble de ces futurs possibles, un scénario consensuel est retenu comme horizon de référence. Il s'agit du scénario Alafia, qui incarne une trajectoire à la fois possible, souhaitée et réaliste. Son intitulé court, je rappelle que dans la loi portant vision, nous avons un énoncé long et nous avons un énoncé court. Son énoncé court dit « Bénin 2060, un pays de paix, de bien-être commun et de rayonnement ». Et cette vision se déploie progressivement dans le temps à travers des séquences bien identifiées. La première, celle de la consolidation des acquis, suggère rendre irréversibles les progrès réalisés ces dernières années et préparer le pays à une montée à l'échelle. La seconde, celle donc de l'affirmation du modèle inclusif. La troisième est celle de la maturation du développement durable et la dernière, celle de la pérennisation du bien-être social. De façon concrète, la réalisation donc de cette vision passe par des orientations stratégiques. 9 orientations stratégiques au total ont été identifiées et couvrent l'ensemble des dimensions du développement et surtout les 4 piliers de la vision: la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement. Cette vision repose sur un cadrage macroéconomique cohérent et très ambitieux. Globalement, il convient de retenir que la vision 2060 s'appuie sur un investissement, s'appuie sur une croissance économique soutenue, un investissement élevé et une transformation structurelle profonde de l'économie. Cette ambition-là appelle ou nécessite une stratégie de financement claire. Et le roadmap de la stratégie de financement évolue progressivement vers l'autonomie avec une mobilisation de plus en plus croissante des ressources internes et innovantes. Et elle s'appuie, sa mise en œuvre s'appuie sur un cadre institutionnel solide. Le Conseil national de la planification et ses organes sont appelés à organiser la cohérence et la logique d'ensemble, le suivi de l'exécution et l'évaluation.
Cette gouvernance est bien évidemment orientée résultats mesurables et vérifiables. Le cadre de performance de la vision dont je nous propose ici un aperçu partiel, vraiment partiel, puisque ce cadre de performance contient une trentaine d'indicateurs d'effet et d'impact. Et donc, de cet aperçu partiel que nous avons, il est clair qu'il est constitué d'indicateurs qui traduisent la vision ou l'ambition de la vision 2060 à travers des cibles concrètes à l'horizon 2060, ainsi que des cibles par séquence de mise en œuvre. Pour donner une illustration du parcours que nous avons à faire, sur le diagramme encadrant, c'est-à-dire celui en bas à gauche, nous avons les points rouges qui présentent la situation d'aujourd'hui et les points verts sont les situations ou la situation vers laquelle nous devons tendre d'ici 2060. Alors, à ce niveau de la présentation, nous sommes aussi en droit de nous poser une question, non, je dirais deux questions. La première, mais quelles sont les conditions contraignantes qui rendent obligatoire la mise en œuvre de la vision? Et après, quelle est la place de chacun de nous ici, ou même de ceux qui sont extérieurs à cette salle, dans la mise en œuvre de la vision? Pour la première question, il est important de rappeler que la vision s'adosse à un cadre légal fort. Elle est elle-même une loi, et une loi créée par une autre loi, la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques. Elle est assortie d'un mécanisme de suivi et de redevabilité très contraignant. Et par exemple, elle définit clairement les différents cycles de revue et d'évaluation avec les rapports d'évaluation transmis au Parlement sans délai. Elle est aussi assortie d'un mécanisme qui assure son caractère intergénérationnel. Je précise là son intégration dans les différents curricula de formation afin justement d'assurer son caractère intergénérationnel et transgouvernemental. Enfin, pour la deuxième question, quelle est la place de chacun de nous dans la mise en œuvre efficace de cette vision? Cette cartographie des acteurs et des rôles clairement identifiés par la vision précise ou appelle la nécessité d'une mobilisation collective pour la mise en œuvre efficace de la vision 2060. Je vais conclure cette présentation en rappelant une maxime populaire chez nous qui dit que le chemin est plus court lorsque chacun connaît sa part de route. La vision 2060 vient de tracer la route. Désormais, il revient à chacun de s'y engager. Je vous remercie.